Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous. La santé mentale des Français, le constat est sévère, inquiétant même, la santé mentale des Français irait mal, particulièrement d'ailleurs en ce moment de crise sanitaire qui est aussi évidemment d'abord un moment que l'on dirait exceptionnel, mais une exceptionnalité qui dure, mais surtout à la fois une crise sanitaire, mais aussi une crise économique et sociale, vous en conviendrez. Santé publique France révélait récemment que près de 2 tiers des Français souffrent de syndrome anxieux ou dépressif. Mais les difficultés semblent anciennes et profondes, les rapports différents se succèdent, les rapports parlementaires, le rapport de la Cour des comptes, un rapport de Conseil économique et social, des avis, des propositions amplifiées donc au cours des dernières années. Aussi, le président de la République himself, lui-même, a récemment réclamé une stratégie de santé mentale, des assises de psychiatrie et de santé mentale avant l'été. Le ministre de la Santé, lui, Olivier Véran, appelle à une refondation. La feuille de route que la ministre précédente, Agnès Buzyn, en 2018, avait authentifier la gravité, selon elle, de la situation. Aussi, nous allons vous proposer aujourd'hui un diagnostic et des analyses et nous allons essayer de comprendre quels sont les ressorts d'un sursaut avec le professeur Franck Bellivier. Bonjour monsieur, vous êtes le nouveau délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Vous avez été nommé en avril 2019. Vous êtes le chef du service de psychiatrie adulte du groupe hospitalier Saint-Louis-la-Ribosière Fernand Vidal. Professeur David Cohen, merci d'être avec nous également. Vous êtes le chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes tous les deux, Franck Bellivier et David Cohen, très engagés dans la recherche en psychiatrie. Ce débat a été enregistré dans les conditions du direct ce jeudi 15 avril dans la matinée. Merci à nos partenaires de leur soutien et de l'intérêt qu'ils portent à nos travaux. BVA, Carte Blanche, le groupe Pasteur, Mutualité et Point Vision. Philippe, bonjour. Bonjour Pascal. Première question. Pascal est frappé par le Covid et un peu plus dépressif que Public Santé France parce que c'est près d'un tiers des Français, pas 2 tiers comme tu as dit. Un tiers, mais c'est déjà beaucoup qui ont... Il y a une confidentialité médicale. Non, ce n'est pas le Covid, je rassure. Il y a un tiers des Français qui souffrent de syndrome anxieux ou dépressif. La psychiatrie est en effet fragilisée de longue date. Messieurs, son organisation, son accessibilité, son financement, sa territorialisation ou encore la coordination des intervenants se sont détériorés, franchement, si l'on en croit ces nombreux rapports. La crise sanitaire ne pouvait qu'aggraver la situation. Avec Pascal et Renaud, nous vous proposons donc d'aborder en premier les difficultés les plus criantes actuelles et ensuite de débattre de l'organisation et du financement de la santé mentale et de la psychiatrie. Et surtout peut-être des assises que nous a promis le président de la République. Commençons donc par les conséquences du Covid. Quel est votre constat? Les mesures prises en urgence seront-elles suffisantes? En particulier la campagne d'information de Santé publique France. 86% des Français jugent nécessaire ce type de campagne, comme va nous le détailler tout à l'heure Odile Peixoto de BVA. Est-ce que le forfait psy pour les enfants déprimés, qu'a annoncé hier le président de la République, est-ce que tout ça va permettre d'avoir une meilleure situation par rapport à la crise aujourd'hui psychologique, psychiatrique en France? Quel est votre sentiment sur cette crise et sur son retentissement psychologique des Français? Franck Bellivier, d'abord, si vous le voulez bien. Bien, je pense que vous avez très bien résumé la situation, à savoir que le système de repérage et de soins était déjà en forte tension avant la crise Covid, ce qui a justifié un plan de réforme qui a été mis au point donc au début de ce quinquennat. Les réformes sont des réformes de fond qui sont engagées, des réformes sur une réorganisation de l'offre territoriale, une réforme du mode de financement de la psychiatrie et également une réforme des autorisations qui doit faciliter la mise en adéquation de l'offre avec les besoins. Le constat de départ, pour ne pas être trop long, c'est effectivement une inadéquation croissante entre
une demande qui a considérablement augmenté à destination de la psychiatrie, ce qui est d'une certaine manière une bonne nouvelle. L'accès, le recours à la santé mentale et à la psychiatrie s'est plutôt démocratisé, là où l'offre à mettre en face a plutôt stagné, ce qui du coup a creusé cette inadéquation entre les besoins et l'offre. Alors Franck Bellivier, on va détailler tout ça, mais on voulait commencer par la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les mesures prises sont suffisantes? Est-ce qu'il faut les amplifier? Certes, vu l'ampleur de l'impact sur la santé mentale, et il faut bien distinguer deux choses. Il y a un impact de la crise Covid sur la population générale, et ça, c'est l'enquête Coviprev qui nous montre qu'il y a eu une souffrance psychique importante qui est née en population générale et qui s'est nettement accentuée depuis la fin de l'année dernière. Est-ce que les mesures qui sont prises dans le cadre du Ségur, lesquelles mesures sont en train de se déployer, et plus récemment les mesures d'urgence en direction des étudiants ou en direction des enfants seront suffisantes? Je pense qu'on court un peu après ce besoin qui augmente fortement. Je pense que les mesures d'urgence sont importantes, mais que la poursuite du déploiement des mesures de fond sont en fait la réponse adéquate. Mais bon, on peut pas on ne va pas. Enfin, je pense pas que ces mesures d'urgence seront suffisantes, mais elles sont très importantes dans ce contexte tout à fait inédit. David Cohen, justement, c'est les jeunes qui sont le plus touchés. Le président de la République a annoncé un forfait psy pour les psychologues. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les enfants? Alors, je crois que, comme l'a dit Franck Bellivier, c'est une annonce au-delà de la faisabilité territoriale. C'est une annonce qui est très importante pour la discipline et qui est très importante à destination du public, qu'il soit étudiant ou des familles avec les enfants et les adolescents. Mais ce que je voudrais souligner par rapport aux enquêtes très générales que vous citez, qu'elles soient des enquêtes épidémiologiques ou des données de remontée des activités d'urgence, c'est finalement la réalité d'un service comme le mien qui a une assise, en tout cas en Île-de-France, en termes de recours aux soins, assez importante puisqu'on a beaucoup de lits d'hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière et on a un accueil d'urgence. En fait, nous, ce qu'on a vu depuis la crise Covid, et ça a été confirmé dans les enquêtes nationales, c'est une augmentation des demandes de soins depuis grosso modo le mois d'octobre dernier. On a eu une espèce d'extinction au moment du confinement, le premier confinement en mars dernier, et c'est vraiment après l'été qu'on a commencé à avoir cette explosion de problématiques. Et ce qui est, à mon avis, tout à fait important dans cette explosion de problématiques, c'est qu'en fait, on a trois types de situations. J'essaie d'être schématique et un peu simple. C'est des situations finalement pour des problématiques que l'on connaissait déjà, avec handicap, avec difficultés d'apprentissage, avec pathologie chronique, etc., dans souvent des familles en difficulté psychosociale, et qui finalement, à l'occasion finalement de cette crise pandémique, avec les conséquences à la fois sociales, sanitaires, mais aussi scolaires, rappelons-le, ça a beaucoup impacté les jeunes au niveau de l'éducation nationale, vont se retrouver en difficulté et avoir, on va dire, des moments encore plus difficiles qu'à l'habitude. Le deuxième groupe, c'est des problématiques qui finalement, et il y a eu plusieurs exemples dans les médias à propos de l'anorexie mentale, c'est des problématiques pour lesquelles les situations de huis clos vont aggraver la pathologie. Et c'est vrai que les problématiques d'anorexie mentale en situation de confinement, où finalement tout est en huis clos avec la famille, parce que il faut s'occuper de tout, c'est devenu un cauchemar et pour les patients et les patientes et pour les familles. Et puis le troisième groupe, ça c'est un groupe que dans un service comme le mien, on ne voyait pas. C'était finalement des situations d'enfants et d'adolescents ou de jeunes adultes pour les étudiants qui étaient dans des familles relativement équilibrées, qui n'avaient pas de gros problèmes de santé mentale, mais pour qui la pandémie va devenir une problématique. Alors les justifications sont extrêmement diverses. Augmentation de l'anxiété, dépressivité, perte du cercle amical, sentiment de jeunesse volée. Enfin, on a pas mal de motivations qui ont l'air d'être des motivations qu'on pourrait qualifier d'adaptatives. Mais comme la pandémie dure, l'impact finalement sur les personnes se prolonge et on est dans la situation qu'on vit actuellement, c'est-à-dire une espèce d'épidémie. Parce que quand on regarde la courbe, on peut dire que
j'ai bien conscience que c'est pas une épidémie au sens d'un virus qui se transmet, surtout qu'en ce moment, ça serait difficile de parler dans une émission médicale d'épidémie à propos de la santé mentale. Mais quand on regarde la croissance des demandes, on est quand même dans une situation de nature épidémique. La situation est à peu près identique avec celle que l'on voit dans les pays voisins, dans les autres pays un peu comparables aux nôtres. Je voulais vous poser cette question. La suivante peut-être également, c'est les différences dans un dialogue entre vous, avec nous, les différences peut-être avec la situation des adultes et la situation des enfants. Alors on est très frappé dans cette période par les suicides des jeunes. Est-ce qu'ils ont augmenté? Alors vous savez que notamment des suicides des étudiants, et je dirais d'ailleurs des étudiants en médecine. Il y a plusieurs initiatives qui sont prises, qui sont évidemment extrêmement inquiétantes. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors à la fois, ça n'est pas nouveau, mais est-ce que c'est aggravé par la situation? Vous avez l'air de le dire, mais allons au fond des choses, s'il vous plaît. Monsieur Cohen d'abord, puis Monsieur Bellivier. Alors, c'est sûr que le malaise de la profession médicale et des étudiants, c'est un peu ce que disait Franck tout à l'heure. Il y a clairement une situation de tension sur le système sanitaire, et en particulier dans le champ de la santé mentale qui est ancienne, et amplifiée, je ne sais pas quel est le terme, finalement une situation qui nécessite une réforme. Je pense que l'une des problématiques, et c'est à mon avis un point extrêmement important, si on veut changer de philosophie, je ne suis pas du tout moi un administratif et un politique, donc je dis les choses de manière assez directe, c'est que j'ai eu le sentiment, puisque j'ai aujourd'hui 56 ans, donc j'ai vu quand même l'évolution de la santé mentale et des problématiques sous divers gouvernements, que finalement, la seule manière de réformer réellement, c'était par le contrôle du numerus clausus. Contrôle du numerus clausus des infirmiers, contrôle du numerus clausus des médecins, contrôle du numerus clausus de toutes les professions de santé. Et c'est quand le système finalement commençait à battre de l'aile qu'on voyait les réformes. On l'a vu très bien pour les maternités, hein, ça a été il y a une quinzaine d'années qu'on a vu toutes ces réformes, et maintenant on le voit pour la santé mentale. Mais la difficulté, et c'est pour ça que quand on prend des décisions d'urgence, il y a aussi la question de la formation derrière des professionnels, c'est que au bout du compte, on prend ces décisions, on dit qu'on va réorganiser les soins, très bien, mais avec quels professionnels? Parce qu'en fait aujourd'hui, quand on dit on va, et c'est très bien, rembourser 10 consultations de psychologues pour les enfants et les adolescents. Alors c'est une excellente mesure, mais moi derrière j'ai envie de dire, en tant que professionnel de santé, est-ce qu'on va vérifier que les psychologues ont déjà reçu des enfants et des adolescents, parce que tous les psychologues n'en reçoivent pas? Est-ce qu'on sait s'ils ont été formés à la psychologie du développement, parce qu'il y a quand même des aspects techniques qui sont un peu spécifiques? Alors bien sûr, pour les aspects adaptatifs, c'est-à-dire le troisième groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, ces consultations-là, elles vont être utiles. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'il y a de nombreux professionnels psychologues qui sont d'excellente qualité et qui feront ce travail-là. Par contre, pour les deux autres groupes, je ne suis pas si sûr, parce que ça demande des compétences techniques. Or, aujourd'hui, on a un problème de formation. David Cohen, juste, est-ce que parce qu'on a craint qu'il y avait une augmentation franche des suicides chez les plus jeunes, est-ce que vous confirmez ou est-ce que c'est une information un peu alarmiste? Je pense que quand j'ai pas les données sur les suicides complétés, parce que je crois pas qu'on les ait actuellement. Sur les tentatives de suicide, oui, il y a eu une augmentation. Mais encore une fois, vous savez que le suicide, c'est une notion qu'il faut prendre dans sa globalité. C'est-à-dire, il y a les idées suicidaires, il y a les crises suicidaires, il y a les tentatives de suicide et il y a les suicides complétés. Nous, ce qu'on cherche à éviter en tant que soignant, bien entendu, c'est les suicides complétés. Donc, quand on fait des travail de prévention, surtout quand c'est à l'échelle nationale, il est clair qu'un des indices forts, c'est les suicides complétés. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si Franck l'a, j'ai pas ce chiffre-là. Par contre, au niveau des consultations, parce que les suicides complétés n'arrivent pas aux consultations, ce qu'on voit, nous, aux consultations, c'est une augmentation des tentatives de suicide. Donc, il est probable, malheureusement, qu'il y ait aussi, à terme, le chiffre des suicides complétés qui soit Franck Bellivier, peut-être plus au niveau national. Alors, je confirme tout à fait ce que vient de dire David sur un point, à savoir que les situations d'urgence chez les moins de 15 ans ont effectivement significativement augmenté à la fois en nombre et en gravité. Et les phénomènes dont nous parlons, c'est la dépression, l'anxiété, les troubles des conduites alimentaires et les tentatives de suicide. Et ceci est un phénomène national. L'ensemble de nos sources d'informations convergent pour dire que depuis octobre-novembre, on a une franche augmentation de ces phénomènes-là
dans l'ensemble des filières de psychiatrie, de pédopsychiatrie et de pédiatrie. D'accord. On a même à certains endroits 60% des lits de pédiatrie qui sont occupés par des situations de pédopsychiatrie. Franck Bellivier, il faut qu'on... Je vous avais demandé également, Monsieur Bellivier, Monsieur Cohen, dans les pays comparables, c'est à peu près la même situation. J'allais y venir. Pour les infos dont je dispose, c'est également le cas. Ces constats sont tout à fait convergents avec ce qui est constaté dans d'autres pays de l'Union européenne. Et puis, je voudrais juste terminer par une phrase très courte sur la situation chez les adultes. Alors là, en revanche, elle est beaucoup plus hétérogène sur le territoire. Il y a des endroits où de fortes tensions et d'augmentation de situations d'urgence psychiatrique et d'autres endroits où c'est pas du tout le cas. Donc, on peut pas du tout faire la même photographie d'une situation d'urgence psychiatrique qui augmente au niveau national comme on peut le faire chez les moins de 15 ans. Merci. On va aborder maintenant la problématique hors Covid, si je puis dire, les problèmes de fond, les assises, la refondation de la psychiatrie en France. On va commencer par la prévention et le dépistage précoce, le repérage précoce. Alors, on sait que 80% des troubles psychiatriques se déclarent entre 15 et 20 ans. Alors, comment les prévenir et surtout, comment les repérer précocement pour se donner le maximum de chances d'un rétablissement? Quelles sont les solutions de premier recours et évidemment ensuite d'expertise? Qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce qui va sortir des assises? Il y a urgence aujourd'hui sur cette problématique. Franck Bellivier. Alors, je ne peux pas préjuger de ce qui va sortir des travaux des assises puisque les comités qui vont travailler sont en train d'être installés et ça va être justement à la charge à la fois des directions techniques du ministère mais également des commissions thématiques des groupes thématiques de la Commission nationale de psychiatrie d'élaborer ce qui sera inscrit à l'agenda des assises d'une part. Et vous avez une petite idée quand même. Elles ont ici les besoins. Enfin, je pense qu'il faut pas anticiper sur la créativité qui va naître dans ce grand moment de concertation. Donc, il y a à la fois les groupes experts qui vont travailler, et puis il y a également pour la tenue des assises une large concertation qui est prévue, qui doit justement préciser un petit peu où sont les priorités. Donc les grands axes, on les connaît. C'est d'une certaine manière ceux de la feuille de route, les besoins prioritaires, on les connaît, que ce soit en termes de stratégie de prévention, vous l'avez signalé, il faut que le maillon d'accès aux soins, de repérage précoce soit renforcé, le pilier de l'offre de soins doit également être renforcé, et puis il y a celui de l'inclusion sociale. C'est plutôt ce qui doit naître des assises, c'est plutôt les mesures concrètes, pragmatiques, à mettre en œuvre prioritairement et dans un calendrier, puisque on sait qu'on va devoir travailler sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Donc je pense que les assises, c'est un rendez-vous de programmation des mois, mais aussi des années qui viennent. Ça commence quand, Monsieur Bellivier, les assises? Première question, pourquoi fallait-il que ça soit, la gravité de la situation imposait-elle que ce soit un chantier présidentiel? En tout cas, le président de la République a l'air de vouloir faire pression sur les professionnels, même si vous avez quand même, ce cahier des charges est plus ancien, puisqu'il avait été mis en place par la ministre de la Santé précédente. Rappelez-nous. Je pense que ce qui a présidé à cette commande du président de la République, c'est la situation actuelle doublement inédite. Inédite parce que c'est quand même la première fois depuis des décennies qu'un gouvernement s'engage clairement en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie, et inédit parce qu'a révélé de vulnérabilité la crise Covid. Et donc je pense que cette synthèse qui est commandée par le président de la République sous forme d'assises est tout à fait nécessaire au moment où un certain nombre de réformes se déploient dans le cadre de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, et au moment également où la crise Covid révèle l'urgence de certaines situations. Donc je pense que convoquer des assises avec une large consultation et des professionnels et de la population générale va être un rendez-vous effectivement important, à la fois pour faire le point d'étape de où on en est, mais également pour programmer la suite. David Cohen, on va vous donner la parole, mais quel est votre regard, bien évidemment, mais comment on en est arrivé là quand même? Depuis 20 ans, alors, je vais essayer de répondre à votre question, et en même temps, je voudrais prendre un exemple pratique qui n'engage que moi, puisqu'encore une fois, comme l'a dit Franck Bellivier,
Pour la thématique pédopsychiatrie, il se trouve que je la coordonne avec un certain nombre de collègues dans le cadre de la Commission nationale de psychiatrie, qui a les groupes de travail qui réfléchissent à un certain nombre de thèmes, dont celui de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors, j'engage que ma parole à moi, mais c'est quand même des éléments de discussion qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans le groupe et avec les différents collègues qui sont d'ailleurs très bien distribués. On a été attentifs à ce qu'il y ait une représentativité de la collectivité qui est assez variée finalement dans nos métiers. Donc pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, on n'a pas le sentiment d'être sous pression par le président de la République. Parce qu'en tant que professionnel, ça fait des années qu'on demande à nos gouvernants, et donc ça, c'est beaucoup plus ancien que simplement le quinquennat Macron, qu'on demande à nos gouvernants de l'aide parce que les problématiques sont là depuis un moment. Alors comment on en est arrivé là? On en est arrivé là, d'une part, par la question du numerus clausus, qui a créé beaucoup de questions en santé mentale. On avait un système qui était un système avec les secteurs qui étaient pris en exemple partout dans le monde dans les années 70-80 et qui s'est étayé et qui s'est plutôt délité avec le temps parce que le numerus clausus a contraint finalement de grandes difficultés dans le secteur. Monsieur Cohen, on a perdu le lien. Monsieur Bellier, vous nous entendez? Oui, Monsieur Cohen, on vous a perdu un moment. Vous nous expliquez pour le numerus clausus, pourquoi le numerus clausus a créé cette situation très détériorée? Et parce que tout simplement, on n'a plus de professionnels formés correctement à recruter. Ça, c'est un phénomène majeur. Donc du coup, on essaye de trouver des solutions pour recruter des collègues qui viennent de l'étranger, qui font des équivalences, des médecins généralistes qui font des formations spécialisées tardives, mais ça n'a rien à voir avec la formation initiale de spécialité que l'on est en droit d'attendre de psychiatres qui ont des responsabilités au niveau du secteur public. Le deuxième élément, pour ce qui concerne la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est le fait que l'une des craintes que l'on a dans le cadre de ces assises, et de manière générale dans le cadre de la réforme, c'est que finalement, on fasse finalement le diagnostic de la problématique, et elle a été faite, on l'a fait ensemble là au début de l'émission, mais que du coup, pour des raisons de solutions rapides, on revienne à la psychiatrie des années 70. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, j'entends. Qu'est-ce que c'était que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des années 70? C'était les enfants étaient en pédiatrie, avec de temps en temps un psychiatre qui passait voir comment ça se passait pour les enfants, psychiatre ou psychologue, hein, il y avait des équipes multidisciplinaires, et puis les adolescents étaient beaucoup en psychiatrie d'adultes, avec des collègues qui faisaient très bien, hein, c'est pas la question. Mais en même temps, aujourd'hui, en 2020, plus personne ne veut qu'un adolescent soit hospitalisé en psychiatrie d'adulte, parce que c'est pas du tout le même contexte et qu'il y a quand même des aménagements spécifiques depuis pour les adolescents, et que par ailleurs la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du côté des enfants a quand même beaucoup progressé sur les questions de développement. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est à la fois qu'on fasse le diagnostic, qu'on prenne des mesures d'urgence, parce que de toute façon, on sait très bien que cette transition ne pourra pas avoir lieu rapidement, mais qu'en même temps, on soit ambitieux sur le long terme ou le moyen terme. Et l'ambition sur le moyen terme, ça veut dire aussi prendre en compte la question de la formation, à la fois des médecins, mais aussi des psychologues, des éducateurs, parce que c'est toute une philosophie qu'il faut revisiter. Quand on parle de diagnostic précoce, puisque c'était votre question, le diagnostic précoce, on pense finalement prévention de second degré ou de second niveau, mais il faut aussi penser prévention de premier niveau. Vous avez eu un rapport en 2017 qui est le rapport sur les besoins fondamentaux de l'enfant. C'est un rapport ministériel remarquable qui avait été fait à la demande du secrétaire d'État à la famille, je crois, de l'époque, qui était Madame Rossignol. Ce rapport, il dit bien les besoins fondamentaux de l'enfant. La prévention en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, elle commence par ça. Or, ce rapport, il n'est même pas connu, ou très peu, des services de l'aide sociale à l'enfance, des services territoriaux qui s'occupent d'enfants et d'adolescents. Or, si vous voulez, il faut qu'on arrive à créer un maillage entre les différents dispositifs, protection de l'enfance, éducation nationale, et après la santé mentale, elle vient accompagner ça. Mais c'est toute la chaîne de prévention qu'il faut reprendre. Et c'est pour ça que je vous dis que l'ambition, elle doit vraiment être au rendez-vous. Et c'est pour ça que nous, on ne vit pas du tout les propos du président de la République comme des propos qui nous mettent sous pression. Au contraire, on est là pour travailler, mais on sera, avec nos moyens, extrêmement exigeants, je crois, collectivement, sur le fait qu'on arrive aussi à une ambition à moyen terme. D'accord. Vous nous préciserez les choses parce qu'on voit bien l'esprit. On voudrait avoir
peut-être pour tous les professionnels qui nous regardent, des détails sur l'organisation. Il y a deux ou trois questions quand même. Celle de la place des médecins généralistes. Alors, j'allais dire, ne nous méprenons pas sur ce que je dis, mais est-ce que dans le fond, on leur donne assez de place? Comment il faudrait les former, eux? D'ailleurs, vous l'avez abordé également, ceux qui ne sont pas médecins, les psychologues, etc., et toute la chaîne de prise en charge, quelle formation, comment les impliquer, et est-ce que dans le fond, ils sont en mesure de faire face à cette situation que vous décrivez. Puis également, on voudrait vous entendre sur la place de l'hôpital. Vous savez que les malades psychiatriques, la psychiatrie souvent est hospitalière, en urgence, etc. Et est-ce que l'on sera dans l'avenir dans plutôt un mouvement de déshospitalisation, désinstitutionnalisation, ou au contraire, dans le fond, il y a parfois des manques criants de réponse aux urgences hospitalières. On voulait vous entendre sur ces deux points. Peut-être M. Bellivier d'abord, et puis après M. Cohen. Alors, sur la place des médecins généralistes, on dit depuis longtemps que le cabinet du médecin généraliste est un lieu de repérage potentiellement très stratégique pour des situations de souffrance psychique, et il faudrait que cette fonction de repérage et de prévention soit exercée par les médecins généralistes. En réalité, c'est pas sûr que, bon, je pense que avoir des ambitions de formation pour les médecins généralistes, c'est très bien, mais ils ont une charge très importante avec des files actives qui sont très lourdes, et le modèle qui a été imaginé, c'est plutôt d'outiller ce dispositif de première ligne de médecine générale avec des psychologues en charge justement du repérage et de la prise en charge précoce, et en cas d'indicateur de gravité, d'orientation vers les soins spécialisés. À ce titre, donc, l'idée d'intégrer les psychologues dans le parcours de soins et dans le parcours de prévention fait partie des réformes que nous portons actuellement. Mais il y a, pour les psychologues, David l'a dit, un enjeu de formation très important. Les psychologues sont attendus sur deux grands types d'activités: le repérage et la prise en charge initiale de la souffrance psychique, qui ne relève pas forcément du soin spécialisé, mais les psychologues sont également attendus dans d'autres expertises qui sont très importantes pour le parcours de soins des personnes porteuses d'une pathologie psychiatrique, c'est à savoir la mise en œuvre des psychothérapies spécialisées. Donc il faut embarquer cette communauté, et au moment où on l'embarque, il faut avoir une ambition supplémentaire pour leur formation, en tout cas pour ce qui est des besoins des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il faut créer un ordre des psychologues, comme le proposent certains députés? Écoutez, ça sera à eux de le définir. Si la commande est claire sur, à terme, les psychologues ou une partie des psychologues qui deviendraient une profession de santé conventionnée, ça c'est l'objectif à quelques années, eh bien en effet il faudra un système de régulation, ça s'appelle un ordre. En tout cas, il faudra qu'il y ait un comité qui fasse le suivi des activités de cette communauté au service des besoins des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Mais donc ça, c'est une profession, je dirais, c'est une profession à l'intérieur de la profession de psychologue dédiée aux besoins des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. S'agissant de l'hôpital, oui, les files actives des hôpitaux sont sous forte tension. Il y a dans les dispositifs français, qui est très hospitalo-centré, une pression importante sur les lits d'hospitalisation, mais il ne faut pas opposer cette situation-là auquel on doit apporter des réponses au développement de l'ambulatoire, qui est un engagement clair et un parti pris clair dans la feuille de route, et je pense qu'il y a un consensus là-dessus pour que se développent ces parcours de soins ambulatoires, et donc essayer de privilégier les prises en charge dans la communauté. David Cohen? Oui, moi je voudrais revenir sur la question de la formation, parce que pour moi elle est cruciale au-delà des grandes lignes, parce que finalement la mise en œuvre de ces grandes lignes va dépendre de la qualité des professionnels qu'il y aura derrière. Si vous prenez par exemple les psychologues, leur formation à l'étranger, il se trouve que c'est peut-être aussi le cas dans le service de Franck, je ne sais pas, mais on est quand même dans des services hospitalo-universitaires qui ont une forme d'attractivité pour des questions de recherche, etc.
Donc moi, j'ai recruté pas mal de psychologues qui ont été formés à l'étranger, en Italie, en Israël, en Hollande, et c'est des collègues, du coup, avec qui j'ai pu parler dans le détail de leur formation. Si vous voulez, aujourd'hui, un psychologue clinicien, la plupart des pays européens, après le master de psychologie, parce que c'est grosso modo l'équivalence qu'ils ont un internat clinique de psychologie d'1 ou 2 ans, comme les médecins font un internat pour devenir spécialistes. Et ça vous, quand même, vous forme d'une certaine manière. Et puis, vous pouvez vérifier si l'internat il a été fait en psychiatrie d'adulte, en psychiatrie de l'enfant, en autisme, en psychiatrie de la personne âgée. Et du coup, vous avez des professionnels qui sont déjà dans une appétence clinique et une formation qui est opérante. Et puis, quand on parle de la formation en psychothérapie, en France, la plupart des formations en psychothérapie, c'est des formations par des associations privées. À l'étranger, si vous prenez par exemple les Italiens ont, après le master et l'internat clinique, ils ont une thèse de psychologie recherche quand ils veulent faire de la recherche, mais ils ont une thèse de psychologie d'application pratique, mais c'est un niveau doctorat pour la formation en psychothérapie. Et après, vous allez avoir telle université qui forme aux psychothérapies psychodynamiques, telle autre université aux psychothérapies comportementales et cognitives, aux thérapies familiales, etc. Donc vous avez quand même une structuration de la formation qui m'apparaît beaucoup plus cohérente quand on parle justement de qualité des professionnels qu'on veut mettre en face des patients. Parce que quel est le but de tout ça? C'est de mettre des professionnels compétents au beau moment en face des patients. Voilà un immense chantier, Franck Bellivier. Hein. Enfin, j'imagine que vous en discuterez pendant les assises. Il faut qu'on parle de sectorisation de la psychiatrie en France, qui est une spécificité de la France. Cette sectorisation qui date des années 60 est une spécificité donc de la psychiatrie. Pour certains, c'est un échec face à l'importance des besoins non satisfaits. Qu'en pensez-vous? Faut-il remplacer les CMP, les centres médico-psychologiques, ou leur donner davantage de moyens? Et sur les territoires, donc comment réduire les inégalités? Quel est votre regard sur la sectorisation et qu'est-ce que franchement il faudrait faire pour que ça s'améliore dans les CMP où il y a sacrément d'embouteillage? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que la sectorisation est un échec. David l'a signalé tout à l'heure, je le redis. Ce dispositif de maillage territorial qui garantit un accès aux soins en tout point du territoire est un dispositif qui nous est envié dans le monde entier et qui est cité en exemple. Ce qui a mis en tension cette logique d'organisation territoriale qu'est le secteur de psychiatrie, c'est en effet la mise en tension de l'offre et la réduction du numerus clausus. Et on est là à un point d'inflexion avec un nombre de départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. D'une certaine manière, complètement emboliser toutes les filières hospitalières, les filières ambulatoires, et les CMP se retrouvent effectivement avec des délais d'accès qui sont tout à fait inacceptables. Il faut aussi dire que le maillon d'amont, c'est-à-dire ce repérage précoce et ce dépistage dont nous parlions, est insuffisamment captif, de sorte que tout converge, toutes les situations de souffrance psychique convergent vers le CMP, ce qui contribue encore à aggraver cette inadéquation réelle, mais qui est surtout ressentie par les populations, à savoir qu'ils n'ont pas accès à ces ressources-là. L'idée aujourd'hui qui est travaillée dans ces réorganisations territoriales, c'est justement de muscler les dispositifs de première ligne qui protègent les consultations spécialisées, donc muscler le repérage précoce et le dépistage et la prise en charge de première ligne, et surtout repositionner les activités du centre médico-psychologique comme des activités de recours spécialisés, puisque c'est là que sont les spécialistes, c'est là que sont les psychiatres, les psychologues et les travailleurs de psychiatrie qui ont l'expertise. Bon, c'est pas une solution qui va porter ses fruits là maintenant tout de suite, tellement l'inadéquation est importante, mais il faut réinvestir dans la formation qualitative, parce que nos champs disciplinaires ont considérablement évolué, mais aussi réinvestir quantitativement parce qu'on a besoin de bras. Vous insistez beaucoup sur le numerus clausus, sur la démographie médicale. Le numerus clausus qui augmente ces temps-ci un petit peu, moins qu'on pouvait espérer, mais il a été augmenté quand même depuis 10 ans. Donc, est-ce qu'on vous voyait... Si, c'est remonté quand même à partir de 2010. Pardon de vous interrompre, mais le numerus clausus, il a réaugmenté depuis 2 ans. Il aura ses effets, il portera ses effets dans 7 ou 8 ans.
Donc nous avons une période très critique et le numerus clausus, encore une fois, ne porte pas que sur le personnel médical, mais comme l'a dit David, sur le personnel paramédical. Et nous avons à gérer là une période, et c'est pas simple, d'inadéquation durable entre les besoins et l'offre. Donc il faut trouver des solutions organisationnelles temporaires en attendant que la réouverture du numerus clausus porte ses fruits. 2030, alors 2030, quand il y aura le papy-boom en plus. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Ajouter quelque chose, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des médecins, mais c'est le cas de la psychiatrie adulte, et je crois que c'est encore plus le cas en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. On est en équipe pluridisciplinaire. Si vous prenez par exemple le métier d'orthophoniste, le métier d'orthophoniste, il a été réingénieré, donc c'est un des rares métiers où on a fait cette réforme de la formation et ils sont passés en master depuis quelques années. Ce qui a augmenté la qualité des orthophonistes que nous formons aujourd'hui. Mais dans le même temps, un certain nombre de disciplines se sont rendues compte de l'utilité des orthophonistes. Or, les orthophonistes aujourd'hui, elles interviennent en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est un très très grand champ d'activité, dans tout ce qui est paralysie faciale, troubles de l'oralité, donc plutôt avec des ORL. En neurologie, comme vous le savez, quand il y a des AVC, des rééducations à faire, etc., on sollicite des orthophonistes, et même aujourd'hui avec les personnes âgées, aux confins de la neurologie ou de la psychiatrie d'ailleurs. Donc en fait, c'est pas seulement le numerus clausus qu'il faut regarder à l'état brut, c'est aussi qu'est-ce qu'on met derrière comme besoin vis-à-vis des patients. Or, aujourd'hui, les orthophonistes, on les a réingénierisés, on en forme, mais en même temps, comme leur assiette d'activité a augmenté, on a du mal à recruter dans nos services. Monsieur Cohen. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que la question de la formation et des bras, c'est à la fois la qualité, mais c'est la qualité au bon endroit. À qui et avec qui vous négociez le ministre de la Santé, la ministre des Universités, vos doyens? Est-ce que la psychiatrie est encore attractive? Alors, je reviens chez les médecins. Et puis, est-ce qu'elle est encore choisie par les jeunes collègues? Et puis, on écoute Odile Peixoto. Répondez à ces questions. Alors très rapidement, dans la mobilisation de la communauté des psychologues et dans l'ambition de réformer une partie de leur formation à destination des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, oui, c'est un axe de coopération qui est en place et c'est une des missions de la délégation en coopération avec le MESRI, puisque en effet c'est eux qui ont la main sur la formation des psychologues. Mais il faut préalablement que la santé énonce très clairement les besoins dans ce champ professionnel-là. Et il faut que les établissements sanitaires et les établissements médico-sociaux énoncent leurs besoins et on pourra décliner ça en termes de formation. Et l'idée de l'internat de psychologie ou la formation ou la création de départements de psychologie à l'intérieur des hôpitaux universitaires sont certainement des pistes qui vont contribuer, qui vont venir enrichir ce plan de réforme de formation des psychologues. Et là, je ne parle que des psychologues, évidemment. Et l'attractivité de la psychiatrie chez les médecins? Alors là, il y a évidemment plusieurs facteurs qui ont joué en défaveur de cette discipline. Et je pense que les rapports catastrophistes qui se sont succédés ces 10 dernières années n'ont pas favorisé l'attractivité de cette discipline. Et il y a un vrai travail de marketing, entre guillemets, à faire par les représentants universitaires pour faire reconnaître toute la richesse de ces disciplines. Et j'insiste sur ce pluriel. Les disciplines psychiatriques sont nombreuses, avec des déroulements de carrière très divers. Et il faut faire la promotion de cette diversité, de cette richesse de nos disciplines. Odile Peixoto, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, notre petite question traditionnelle concernant la cote de confiance du gouvernement en matière de santé. Ce mois-ci, c'est 37% des Français qui font confiance au gouvernement en matière de santé et on voit une très très grande stabilité. Ce chiffre bouge très très peu depuis octobre dernier.
Pour rentrer dans le vif du sujet de la psychiatrie, quelques petites questions déjà qui ont été posées aux Français, liées au contexte sanitaire. On leur demandait s'ils se sentaient plus fragiles psychologiquement qu'avant la crise sanitaire. Eh bien, nous avons 30% des Français, effectivement, qui se déclarent plus fragiles psychologiquement à cause de la crise sanitaire. Et c'est notamment le cas des plus jeunes. Alors, on est effectivement sur un sondage auprès de la population adulte, mais on s'aperçoit que les 18-34 ans sont 38% à ressentir cette vulnérabilité accrue à cause de la crise. Je pense qu'effectivement, ce phénomène est tellement prégnant qu'il y a un véritable plébiscite pour la nécessité de mener des campagnes de prévention sur les difficultés psychologiques liées à cette crise, puisqu'on a 86% des Français qui disent que oui, il est nécessaire de faire des campagnes de prévention sur ces difficultés, avec même 34% qui sont en demande forte. Plus à distance, on va dire, du problème de la Covid conjoncturelle, notre sondage fait part de 65% de la population qui aurait souhaité, dans sa vie, rencontrer un médecin généraliste pour ses troubles psychologiques ou psychiatriques, et 46% auraient souhaité rencontrer un psychiatre ou un psychologue. Donc, vraiment, ces chiffres montrent une forte demande de prise en charge de ces troubles psy. On note également dans le sondage des difficultés d'accès très importantes, puisqu'on a 14% des Français qui avouent avoir eu des difficultés pour consulter un médecin généraliste dans ce cadre-là de troubles psy, 24% chez les 25-34 ans, donc vous voyez une difficulté accrue chez les jeunes, et 12% qui avouent avoir des difficultés aussi pour consulter un psychiatre ou un psychologue, 18% chez les 18-34 ans. Donc on voit, vous voyez, une forte demande, des difficultés d'accès aux soins, notamment pour les générations les plus jeunes. On leur demande également, on leur demandait également si la prise en charge en dehors de l'hôpital pouvait être développée. Et là, on a aussi un plébiscite. On a 85% des Français qui disent oui, ce serait très bien que la prise en charge hors les murs puisse se développer. Les 70% des Français jugent les moyens alloués aux personnes en situation d'handicap psychologique pour améliorer leurs conditions de vie. Les Français jugent que 70% jugent que ces moyens sont insuffisants. Donc là aussi, il y a vraiment une forte demande d'amélioration. Et enfin, alors on sait bien que les demandes d'internement se font évidemment en concertation avec les proches, mais une fois que l'internement est acté, on a quand même 67% des Français qui voudraient plus de concertation en ce qui concerne les mesures d'isolement ou de contention de patients souffrant de troubles psychiatriques aigus, puisqu'ils voudraient que ça ne soit pas laissé à la seule appréciation des soignants. Voilà en quelques mots les résultats de cette étude. Merci Odile. Vos réactions, messieurs? Il nous reste un quart d'heure, donc si vous pouvez répondre rapidement. Est-ce que vous voulez réagir à ce sondage avant qu'on parle de financement et de... David, tu commences ou je commence? Oui, assez rapidement. déjà, je trouve que si on fait le ratio entre le chiffre des besoins exprimés en termes de santé mentale et d'accès aux soins, en fait, c'est assez édifiant des problématiques que nous avons, parce que s'il y a 30% des Français qui souhaiteraient ou qui déclarent avoir un certain nombre de questions concernant leur santé mentale, et 14% qui n'arrivent pas ou à consulter leur généraliste pour ces problèmes-là ou un psychiatre, ça fait quand même quasiment la moitié de ceux qui seraient concernés. Donc c'est énorme en fait, la problématique. Absolument, oui. Ouais. Le deuxième élément, et c'est là où quelque part on se tire une balle dans le pied, c'est que le constat qui est fait par rapport aux questions d'isolement et d'hospitalisation sous contrainte, en fait, aujourd'hui, pour l'aborder, il est finalement dans la sollicitation des autorités qui sont les autorités de contrôle, contrôleurs de privation de liberté, etc., avec des rapports qui ont été des rapports qui ont posé beaucoup de questions à la profession et bien entendu à la population, et qui sont des rapports qui sont tout à fait étayés, c'est pas la question, mais qui sont le résultat en fait de toutes ces années
où le système a été mis sous tension. Et le résultat, c'est qu'on a l'impression que c'est la psychiatrie seulement qui est stigmatisée par tout ça, alors même que la psychiatrie, elle est qu'un chaînon de tout ce système qui est un système collectif et que l'on partage tous en tant que citoyen. Et donc je crois qu'une des difficultés en termes d'attractivité de la psychiatrie, c'est aussi ces problématiques-là. C'est-à-dire que quand on pointe le problème de la santé mentale, on va, de manière un peu simpliste, pointer finalement les acteurs, alors que les acteurs font ce qu'ils peuvent dans un contexte qui est un contexte collectif. Vous avez parlé tout à l'heure de la désinstitutionnalisation, mais elle a eu lieu en France. On a fermé des dizaines et des dizaines, si c'est pas dire des milliers d'hospitalisations de psychiatrie entre les années 70, puisque j'y faisais référence à un moment donné, et la période contemporaine. Sauf que dans le même temps, on n'a pas suffisamment développé l'ambulatoire, et quand on l'a développé, comme il y avait l'histoire du numerus clausus, on n'avait pas les professionnels, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, on leur donne les crédits pour recruter. Moi, j'ai pas de, je peux avoir des problèmes d'effectifs, mais j'ai les crédits pour recruter. Le problème, c'est que je trouve pas les gens. Et beaucoup de collègues sont dans cette situation. Alors, ils ont les postes de PH, mais ils ont personne. Est-ce que, et Franck Bellivier, on voit bien que le sondage montre bien l'importance et l'urgence de la situation. Au niveau du financement, il y a une réforme de financement des établissements publics qui a été reportée, mais qui va, paraît-il, être appliquée. Est-ce que, très rapidement, cette réforme du financement est une bonne chose? Et globalement, quand même, est-ce que il faudrait un Ségur de la psychiatrie, mais qui va être peut-être au cœur des assises? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le financement? Est-ce qu'il ne faut pas plus investir dans le domaine carrément plus investir dans le domaine de la santé mentale, et comment? Franck Bellivier. Alors, je commence par la fin, par le financement. Comme l'a indiqué David Cohen, il y a une logique de réinvestissement qui est prévue dans la réforme et qui a débuté d'ailleurs. Je rappelle que la psychiatrie, c'est le premier poste de l'assurance maladie, donc cela représente, la psychiatrie est assise sur des sommes considérables, et la réforme du mode de financement vise à mettre en œuvre un système beaucoup plus incitatif pour accompagner les réorganisations territoriales et des établissements que ne l'était le précédent modèle. Donc on doit pouvoir retrouver des marges dans un secteur qui est assis sur une masse financière importante. 23 milliards. Vous pensez que ces 23 milliards de l'assurance maladie, il faut mieux les utiliser, mais pas forcément plus, c'est ça? Non, je dis qu'il faut les deux. Mais comme le disait David tout à l'heure, les établissements ont les moyens, mais il y a des établissements qui ont 20-30% de postes non occupés. Donc c'est pas seulement une question d'injection financière, c'est aussi une question d'attractivité et de réorganisation de l'offre en général. Donc ça, c'est le commentaire sur le financement. Mais oui, il y a une logique d'investissement qui est prévue avec un modèle financier qui doit à la fois rattraper un certain nombre d'inégalités qui sont apparues au fil des années, et d'autre part, inciter à l'innovation et à la réorganisation, et que ce soit accompagné financièrement. Sur l'enquête, je souscris à ce que vient de dire David. 30%, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres types d'enquêtes, et je pense en particulier à Coviprev. Sur la difficulté d'accès, c'est pas 12 et 14% qu'il faut regarder. Comme l'a bien indiqué David, c'est 22 et 26, à savoir des personnes qui en auraient besoin, qui rencontrent des difficultés pour avoir un accès. Donc là, on retrouve bien la photographie de cette inadéquation dont je parlais tout à l'heure entre les besoins et l'offre. Que la population générale sondée plébiscite les prises en charge ambulatoires, c'est plutôt le signe que les réformes qui donnent cette priorité au dispositif ambulatoire est plébiscité par la population, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et juste un commentaire sur isolement et contention. Donc la population générale qui a été sondée appelle de ses voeux un système de contrôle, des mesures qui sont prises d'isolement et de contention. C'est exactement ce qu'a souhaité le Conseil constitutionnel, à savoir qu'il fallait quand même concilier deux droits fondamentaux, le droit à la santé qui engage la responsabilité des médecins et qui, dans certaines situations aiguës, doivent prendre des mesures pour protéger le patient et pour protéger le staff qui le soigne, et un autre droit fondamental qui est celui de la liberté d'aller et venir. Et ça, effectivement, lorsqu'il y a une atteinte
à cette liberté fondamentale, il y a un contrôle qui doit s'exercer. Donc Merci, le point d'équilibre n'est pas très simple à trouver, mais ce qui est très important, c'est le plan d'accompagnement qui vise à limiter et à prévenir ces situations de soins sans consentement, puisqu'on sait que là, on a aussi des marges en amont de l'hospitalisation pour éviter ces situations d'escalade aiguë qui aboutissent à des soins sans consentement. Merci, M. Bellier. On va écouter les questions de Renaud Degas. Un simple commentaire. Moi, j'ai découvert, en préparant cette émission, qu'il y avait 23 milliards investis. C'était le premier poste de l'assurance maladie, donc de l'argent, beaucoup d'argent, et une sorte de constat, effectivement. Alors, beaucoup d'argent et un constat de faillite. C'est très étonnant quand on regarde ça en observateur attentif que nous sommes. Renaud Degas. C'était un commentaire. Mais pardon, Renaud, il vous allez répondre. faut que je vous arrête. C'est pas un constat de faillite. Les pathologies psychiatriques sont leaders dans les sources de handicap et de coûts. Ça, c'est un phénomène européen. C'est en termes de handicap et de coûts, les pathologies psychiatriques sont devant les cancers et les pathologies cardiovasculaires. Donc, c'est normal que ça coûte. Et c'est normal qu'on investisse dans ce domaine-là. Oui, certes. Renaud Degas. Oui, bonjour. Ça sera autour d'une question, en fait. Il n'y en a pas 36, mais c'est plus pour l'accrochage entre, je dirais, le système de santé et d'offre de soins général et votre organisation. Vous êtes depuis longtemps, effectivement, organisé en territoire, en secteur, et de l'autre côté, en tout cas à côté de vous, la ville s'organise de plus en plus autour des CPTS, des équipes de soins primaires, des équipes de soins spécialisés. Est-ce que il y a une question qui veut dire, est-ce qu'il n'y a pas intérêt, ou peut-être que c'est en cours, qu'il y ait un accrochage, encore un meilleur lien qui se tisse entre cette organisation territoriale des soins, je dirais, classiques, et votre propre organisation? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez pour insuffler et insérer plus de vos problématiques dans les problématiques territoriales des CPTS, par exemple, qui sont très orientées populationnelles? Donc là, a priori, vous devriez vous rejoindre sur ce terrain-là. Qui veut répondre? Franck? Je mentionnais tout à l'heure 3 grandes réformes. La réforme du mode de financement, la réforme des autorisations et la réforme des organisations territoriales. Nous sommes à un moment de l'histoire où se mettent en place les projets territoriaux de santé mentale qui visent à mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire pour réfléchir au diagnostic des besoins d'une part et mettre en face des besoins des organisations partenariale entre les acteurs de prévention, les acteurs du soin et les acteurs de l'inclusion sociale. Et ceci mobilise très largement la médecine générale, évidemment, le système de soins MCO, l'éducation nationale, la justice. Donc c'est vraiment une réflexion territoriale pour essayer de mobiliser l'ensemble des ressources au service des parcours de soins en santé mentale. Donc Pascal, sur l'articulation avec les CPTS, c'est tout à fait prévu dans cette réforme. D'accord. Pascal, une question sur la gouvernance. Oui. Effectivement, comment organiser cette gouvernance demain? Comment l'imaginer? Donc, on a parlé de financement. Est-ce que l'on peut effectivement s'imaginer que l'on va développer plus de structures, mais également le rôle des écoles, le rôle des initiatives même parentales? On voit qu'elles se précisent, mais également des initiatives en matière de logement. Comment prendre en charge et comment mettre tout cela en œuvre avec une efficacité plus rapide? Quels sont, de ce point de vue-là, d'ailleurs, les pouvoirs du délégué ministériel que vous êtes? Et dans le fond, comment vous semble-t-il que vous serez jugé, ou en tout cas que les indications ou les orientations que vous donnerez avec vos collègues psychiatres et toute la communauté psychiatrique seront réussies, puisque vous dites qu'on est à un moment essentiel de l'histoire de la psychiatrie? Et Pascal, j'ai un petit complément. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait créer un institut national de la santé mentale et de la psychiatrie, comme l'INCa, pour compléter cette question de Pascal sur la gouvernance, qui défaille un peu aujourd'hui quand même? Alors, sur la gouvernance, et je vais essayer de ne pas être trop long parce que je veux laisser la parole aussi à David. Sur la gouvernance, le parti pris, vu l'hétérogénéité des besoins et vu l'hétérogénéité de l'offre, le parti pris, ça a été sur la gouvernance de donner la main au territoire
Et je recite à ce moment-là les organisations prévues par les projets territoriaux de santé mentale, et les gouvernances, elles sont résolument locales, et ça a été d'ailleurs un grand succès, ces projets territoriaux de santé mentale. Les acteurs de terrain s'en sont saisis avec beaucoup de créativité, j'ai même envie de dire de gourmandise, et il faut que ce soit la logique d'investissement qui soit guidée par ce qui aura été mis au point par les acteurs d'eux-mêmes, les projets territoriaux de santé mentale étant l'outil d'intégration de l'ensemble des ressources d'un territoire au service de ces parcours de soins. L'Institut de psychiatrie, sur le modèle de l'Institut du cancer, effectivement on en parle, mais je ne crois pas que ce soit le modèle aujourd'hui qui soit retenu, de créer une nouvelle administration centralisée, là où au moment où au contraire on pense que la créativité et le pragmatisme va s'exercer au niveau local. Donc je n'ai pas aujourd'hui dans le viseur, ou en tout cas ce ne fait pas partie des éléments programmés, que de créer une institution centralisée comme on l'a fait pour le cancer, même si indéniablement l'Institut national du cancer a eu de grandes vertus pour structurer, codifier la prise en charge du cancer en France. David Cohen. Et pour M. Cohen aussi, l'implication des écoles, des parents Alors, mais l'éducation nationale et les rectorats sont embarqués dans la démarche des projets territoriaux de santé mentale. Je t'en prie, David, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, moi, je n'ai pas forcément de réponse, parce que je suis pas un technicien des organisations de masse au sens des organisations territoriales, gouvernementales, etc. Je n'ai pas cette expérience. Par contre, je crois que j'ai une connaissance des déséquilibres systémiques que nous avons dans nos problématiques. Quand vous évoquez l'INCa, par exemple, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une forme de déséquilibre qu'il faut corriger sur les questions de recherche, par exemple. Aujourd'hui, les recherches en psychiatrie sont mélangées avec les neurosciences. Quand on regarde la proportion de quantité d'argent investi dans la recherche en psychiatrie comparée au nombre ça a été dit tout à l'heure, les 23 milliards de l'assurance maladie pour la psychiatrie, c'est fou. C'est un déséquilibre systémique qui n'est pas normal. Et donc ça, il faut le corriger. Autre déséquilibre systémique, c'est le fait que justement, il y a énormément aussi d'argent dans l'éducation nationale, dans la protection de l'enfance, et il y a des déséquilibres systémiques en termes organisationnels entre ces structures et avec la santé mentale, puisque vous m'avez posé la question. Donc il est clair qu'il faut les embarquer, mais il faut aussi avoir en tête l'idée de corriger ces déséquilibres systémiques. Si on n'arrive pas à trouver une organisation qui permette de corriger ces déséquilibres, aucune organisation ne fonctionnera. Merci. On arrive au terme de cette émission. Une dernière question. Est-ce que la psychiatrie a un futur ? Quel sera le futur de la psychiatrie? Est-ce que la meilleure compréhension moléculaire, en particulier des pathologies mentales, les nouvelles technologies et applications développées par les startups en utilisant l'intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic, au traitement et à la prescription, ou encore pour le soutien psychologique, vont-elles changer la psychiatrie et son mode d'exercice? Vous avez 30 secondes chacun pour répondre. David, d'abord. Alors, sans faire de trucs un peu publicitaires, etc., quand on parle de nouvelles technologies, de machin, etc., pour moi, la psychiatrie, elle a de l'avenir, et j'en veux pour preuve que, en tout cas en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on a fermé des lits partout, sauf en pédopsychiatrie. Et qu'on est plutôt avec des demandes nouvelles, et même des demandes nouvelles, des fois, qui émergent. Quand on parle de la radicalisation des adolescents, par exemple, c'est un phénomène totalement nouveau qui est apparu à un moment donné. Et ben il a fallu mouiller sa chemise pour essayer de comprendre le phénomène, et c'est pas fini. Et je pense que la santé mentale, de manière générale, elle est sujette finalement à accompagner des changements des sociétés contemporaines, parce que ça crée des tensions, les changements des sociétés contemporaines. Et hors nos sociétés, grâce d'ailleurs à l'internet, etc., on vit des changements extrêmement majeurs et extrêmement rapides. Franck Bellivier. La psychiatrie a un grand avenir. Il y a un effet générationnel qui est tout à fait enthousiasmant. La jeune génération de psychiatres qui arrive est confite de créativité, d'idées pour la discipline. Donc je pense que cette richesse des disciplines psychiatriques, elle est bien reconnue. Il y a un potentiel de développement de la recherche dans un nombre de domaines extrêmement important, et qui fait d'ailleurs toute la richesse
de ces disciplines. Nous sommes à un moment très critique, en effet, un point d'inflexion, comme on dit. Mais en effet, il y a ce qui peut nous rendre optimistes, c'est que les enjeux autour de la santé mentale et les enjeux autour de cette offre de soins en psychiatrie est beaucoup mieux reconnue. La crise Covid y a contribué d'ailleurs, mais je pense qu'on est à un moment de l'histoire où ces priorités de santé publique sont mieux prises en compte, et voilà ce qui me rend optimiste sur l'avenir de la psychiatrie. Merci beaucoup, messieurs, de cet éclairage et cette conclusion, ma foi, assez optimiste. On espère que les assises de la santé vont conclure sur un plan d'action réellement efficace depuis qu'on en parle, depuis que des rapports sortent pour alarmer et alerter. Merci aux équipes. Merci à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, Quentin, à la veille des acteurs de la santé, LDC Santé et Hortus. Merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité et Point Vision. Et Pascal, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Philippe Leduc demandait à nos grands psychiatres que nous avons invités que faire, hein, c'était ça. Il vous demandait que faire maintenant. Mais il avait oublié, Philippe Leduc, que Lacan disait « Ne demande que faire que celui dont le désir s'éteint ». Il aurait dû vous confirmer, messieurs, cette phrase de Lacan, et qui disait également, on va essayer de le contredire, Lacan, le saviez-vous? Il disait, si vous avez tout compris, c'est que vous avez tort. J'espère que nous vous avons prouvé ce matin que Lacan pouvait avoir tort. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir.